que ça profite à tout le monde. Que l'écologie en tire des bénéfices, que les énergéticiens en tirent des bénéfices, que les mineurs en tirent des bénéfices, que nous, bitcoiners, en tirons des bénéfices, que l'économie généralement en tire des bénéfices. Okay. Si je vends mes bitcoins, bah, la vente, c'est classique. Si je réalise une plus-value, elle est imposable. La vente est un fait générateur d'imposition. Il sera calculé l'impôt que je dois dessus et je paierai un impôt. Voilà les gros États qui sont allés chercher l'or directement chez les gens, hein, comme Roosevelt en 1933. Et on pourrait même voir que à un moment donné, si Bitcoin continue dans sa lancée, bah, qu'il y ait une certaine volonté des États d'aller mettre la main dessus aussi. Qui peut être décrété avec la théorie étatique de la monnaie, le chartanisme qu'on connaît. Je trouve ça même contradictoire en un sens, parce qu'on dit que la monnaie doit faire partie justement là dans cette théorie keynésienne des fonctions de l'État, mais on se rend compte que la monnaie est créée par des banques centrales qui sont des entités privées, qui sont non élues démocratiquement. Donc on est loin des fonctions régaliennes. Et paradoxalement, si ton fan français mobilise un compte bancaire étranger, tu ne dois pas déclarer le compte crypto, mais tu dois déclarer le compte bancaire. Par exemple, ça, j'ai pas compris. D'accord, en fait, avec le problème de l'endettement, bah, on l'a vu, qui est le nerf des discussions dans le projet de loi de finances pour 2025. Le gouvernement essaye tant bien que mal d'atteindre l'objectif fixé de réduction du déficit, parce que il y a des contraintes européennes qui l'imposent et que la France ne veut pas, pas être la future Grèce, hein, on veut pas que le FMI te casse sa porte, ce qui serait un signe certain du déclassement. Une manière de l'acter, puisque ce déclassement est déjà en fait, on constate quand on sort dehors. Et moi j'ai pensé aux solutions. Quelles sont les solutions dans mes lectures, les solutions de cette dette? J'ai pas rempli les bouquins, mais j'ai lu aussi d'autres auteurs qui sont beaucoup plus classiques, beaucoup plus orthodoxes, hein, très keynésiens. Et donc, quelles sont les solutions à la dette? Et il y a la solution un peu radicale, c'est abandonner la dette, c'est renoncer à la dette, c'est dire on paiera pas. Alors sur cette situation, moi je le vois, comment je le vois, parce que je suis souvent enclin à être plutôt d'accord politiquement sur ceux qui penseraient que sortir de l'euro et faire une Frexit, donc une sortie de l'euro, serait une bonne idée, sauf que malheureusement on oublie de dire est-ce qu'on en est capable financièrement. Si on sort de l'euro, on doit 1700 milliards à nos créanciers. Je suis pas sûr qu'on les ait et ensuite ça peut être compliqué. Mais oui, je te laisse continuer. Faire défaut sur la dette, renoncer à la dette, ça a déjà eu lieu dans beaucoup de civilisations à travers l'histoire. Les pays ont fait défaut. La France a souvent fait défaut. Sous Louis XIV, on a fait défaut. À la Révolution, on a fait défaut. Les deux tiers, hein, la défaillance des deux tiers, ça peut arriver. Maintenant, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Comment les marchés financiers le prendraient dans un monde qui est beaucoup plus interconnecté? Je suis pas sûr que ce soit possible unilatéralement de faire défaut. C'est une solution comme l'Argentine. Le problème, c'est qu'on fait défaut, comment on recommence, avec quel financement. Ça me semble assez difficile. Il y a la solution. J'ai juste une chose à dire. Est-ce que si on commence à mettre en place une réserve en Bitcoin et qu'on mine, par exemple, je sais pas, avec EDF ou je ne sais quoi, est-ce que ce serait pas un moyen dans 50 ans de faire un défaut tranquillement? Ah bah surtout si on faisait ça, en fait, on pourrait payer la dette. Si on avait fait ça, si on minait du Bitcoin, en fait, on pourrait acquitter la dette. Donc on aurait les moyens de l'acquitter. Justement, c'est parce qu'on n'a pas les moyens financiers de l'acquitter qu'on se dit, bah, puisqu'on ne peut pas payer, on va acter le fait qu'on ne peut pas payer et faire défaut. Maintenant, on dit que les États ne font jamais, les États remboursent toujours leurs dettes. C'est pas comme les particuliers, il n'y a pas besoin d'aller en faillite. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on fait pas faillite? Bon, on essaye de redresser. On essaie de redresser les finances publiques, soit en augmentant les impôts, soit en réduisant les dépenses, soit en augmentant les impôts et en réduisant les dépenses. C'est l'austérité. Alors là, pour le moment, c'est un peu les deux. Là, le gouvernement veut augmenter les impôts et réduire les dépenses. Ouais. Ce qui risque de créer un choc. Bon, ça peut créer un choc sur l'économie, puisqu'elle est à la fois, elle est à la fois ponctionnée plus sévèrement et moins servie par la dépense publique. Bon, à
à voir ça. Et ensuite, on peut continuer. On peut continuer la fuite keynésienne en avant, c'est-à-dire en s'endettant. Parce qu'on a oublié cette hypothèse. Si on est endetté, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait rouler la dette, on la fait rouler. On réemprunte et on fait peser la charge de la dette actuelle sur les intérêts futurs. Les générations futures. Alors, simplement, on s'endette avec des taux d'intérêt de plus en plus élevés, vu qu'on est de moins en moins bien noté. Donc, en fait, en reportant la dette en avant, tu accrois la charge de la dette. Ce qui est une politique de fuite en avant, mais aussi ce qui ne peut que générer de l'inflation. À terme, augmenter la monnaie, la quantité de monnaie en circulation. D'où l'intérêt de Bitcoin, puisque Bitcoin reste invariable par rapport à l'ensemble des actifs. Parce que c'est la seule qui a réellement une quantité limitée. C'est ça. T'es obligé. Et t'as une suite un peu particulière qui est celle qui prend en compte les besoins écologiques, qui est de dire on va arrêter l'endettement classique, mais on va s'endetter de manière verte avec un financement en obligation, mais qui financerait la transition. Donc on aurait la nouvelle monnaie qui arriverait, mais qui serait fléchée, qui est des propositions d'économistes plutôt de gauche. Moi, je suis un peu sceptique de dire qu'on arrivera à flécher la monnaie et qu'elle ne ruissellera pas en fait dans toute l'économie, puisque à terme, c'est un peu un enfumage keynésien. En fait, on imprime de la monnaie, on dit que c'est pour la bonne cause, mais je suis pas certain que tu arrives à canaliser cette monnaie. Alors simplement, c'est sûr que effet cantillon mis à part, je préfère que la monnaie effectivement finance des besoins réels de transition que le système financier. Parce qu'aujourd'hui, encore faut-il que les solutions là, elles soient viables, parce que moi je suis pas encore un expert du domaine de l'énergie, mais je vois bien que justement mon angle d'attaque, qui est le minage de Bitcoin pour comprendre l'énergie, me permet de voir que les solutions subventionnées, que ce soit les éoliennes ou que sais-je, sont malheureusement en réalité pas tellement des bonnes solutions, ou en tout cas pas à court terme. Alors que le minage de Bitcoin sur des excès énergétiques, par exemple, ça veut dire que c'est juste de la surproduction dont on ne fait rien, dont la France ne fait rien, pourrait déjà aujourd'hui même accueillir des mineurs de Bitcoin qui mineraient sur ça. Les Bitcoins qui sont minés, soit les revendre directement, soit les accumuler. Donc ça me paraît plus intelligent que je sais pas quelle solution ils proposent. C'est vrai que le Bitcoin est un moyen finalement indirect de subventionner les énergies renouvelables, puisque ça leur permet eux de valoriser les flux énergétiques qu'ils ne pourraient pas monétiser. Ils produisent plus en journée, et une journée ils produisent beaucoup, mais cette énergie, cette production qui reste d'un investissement, mais ça produit une valeur qui sinon serait perdue. Bitcoin, comme c'est mobile, comme les mineurs sont très mobiles, effectivement ils peuvent aller récolter cette énergie en surplus là où elle est la moins chère et là où il y a un besoin. Donc en quelque sorte, les mineurs peuvent en fait appeler de nouvelles sources d'énergie renouvelable, s'y installer et la rendre rentable. C'est la question. Les investissements qui ne seront jamais rentables, il y a un moment ça coûte de l'argent et à un moment la réalité, soit tu subventionnes ad vitam aeternam et au final ça te pèse sur nous le contribuable, soit tu permets au marché de le rendre rentable. Exact. Et je pense qu'il vaut mieux laisser au marché tout ce qu'on peut lui laisser, parce que il en sait plus que nous. L'information est distribuée entre tous, mais tous ensemble avec les infos dont on dispose, on sait plus que un État arrogant ou un fonctionnaire qui pense qu'il sait mieux que tout le monde, qui sait mieux que le marché en fait ce qu'il faut faire, qui a ses jugements moraux, qui impose ses jugements moraux, ses biais, qui n'y connaît absolument rien d'ailleurs en fait. C'est bien sûr. Une bureaucratie économique improductive et destructive en réalité. Laissons au marché tout ce qu'on peut laisser au marché. Alors on voit pour le minage, il y a des aspects vertueux qui peuvent être exagérés, qui peuvent être. Je suis d'accord avec ça des fois, et ils peuvent abuser, mais il y a quand même une tendance vers une manière que ça profite à tout le monde, que l'écologie en retire les bénéfices, que les
les énergéticiens en tirent des bénéfices, que les mineurs en tirent des bénéfices, que nous, bitcoiners, en tirons des bénéfices, que l'économie généralement en tire des bénéfices. Sachant que le but est d'arriver au rêve énergétique de la fusion. Pourquoi tu t'embêtes? Bah, de la fusion nucléaire. Tu sais, pourquoi tu t'embêtes avec des éoliennes ou du solaire alors que on a eu quelques expériences de début de fusion nucléaire. Parce que là, et si t'arrives au régime de la fusion, je crois qu'actuellement on est en régime de fission. Je peux inverser les deux, mais je crois que j'en ai parlé récemment. On essaie d'atteindre la fusion nucléaire. Et si t'arrives à la fusion nucléaire, le problème énergétique est globalement résolu. Enfin, ce qui est super important avec ça, c'est que j'aime bien la phrase de Charles Gave qui dit l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc là, depuis tout à l'heure, on parle de problèmes monétaires et de problèmes de dette. Mais justement, là, ce que tu viens de nous donner comme exemple avec la fusion nucléaire, c'est que si tu arrives à aller justement au seul point direct qui permet d'améliorer le pouvoir d'achat de ta population et globalement la vie de chacun, c'est de réduire les coûts énergétiques. Et donc là, avec un système de fusion, eh ben, on arriverait justement directement à cette solution-là. Après, c'est pas aujourd'hui, mais il y a quand même des vrais progrès. Il y a vraiment les pays, les scientifiques de plusieurs pays s'associent dans des opérations de recherche transnationales. Donc, il y a vraiment, et en France, on est bon. En France, on est très bon là-dessus sur les recherches sur la fusion. Et je sais pas dans combien de temps ça se fera ou si ça se fera. Mais il y a un peu ce rêve énergétique d'indépendance, d'autonomie, d'énergie verte, sans trop de risques, peu coûteuse, qui rendrait obsolète finalement le pétrole, Bien sûr. Mais moi, c'est ma conviction personnelle. Je rentrerai pas dans des débats de complotisme ou de spiritualité, etc. Je rentrerai pas dans ça, mais c'est ma conviction que en réalité les solutions énergétiques sont déjà là ou pourraient être là si justement les autorités en présence étaient fortement dégagées et mises de côté aux dépens du libre marché, comme tu t'expliquais tout à l'heure. Ça, c'est d'ailleurs l'école d'économie autrichienne qui en parle souvent, qui dit que quand on laisse justement des décisions économiques trop importantes aux États, il y a ce qu'ils appellent le malinvestment, donc une mauvaise répartition, une mauvaise allocation des ressources sur un territoire. Alors que quand on laisse au libre marché, les individus comme toi, comme moi, comme plein de gens brillants qui peut y avoir dans un pays, de trouver justement des solutions et d'allouer correctement les ressources d'une nation. Donc voilà, je pense que on trouvera quelque chose. Je pense qu'on peut transiter sur la partie 1 qui est la fiscalité des plus-values d'actifs numériques des particuliers. Donc là, on rentre plus sur ta spécialité. Moi, je débute seulement là-dedans. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, quelqu'un qui détient des bitcoins et qui les vend? Qu'est-ce qui se passe? On part de l'hypothèse, c'est quelqu'un qui est domicilié fiscalement en France, qui a des bitcoins, qui est pas un trader, c'est un lambda qui a vu bitcoin et qui s'est dit, je vais acquérir bitcoin. Voilà, ça peut être, il y a longtemps ou il y a peu longtemps, peu importe. Mais il a acquis des bitcoins. Imaginons qu'il n'ait que des bitcoins d'ailleurs, et il décide de les vendre. Comment on gère la fiscalité? En fait, c'est une fiscalité qui est, elle est très paradoxale puisqu'elle est à la fois avantageuse et désavantageuse. Okay. Si je vends mes bitcoins, la vente c'est classique. Si je réalise une plus-value, elle est imposable. La vente est un fait générateur d'imposition, c'est pas de souci. Je vends mes bitcoins, l'opération, je devrais en prendre en compte lors de ma déclaration, je dois la déclarer, il sera calculé l'impôt que je dois dessus, et je paierai un impôt. Okay. Ça, il n'y a pas de souci, la vente, tout le monde sait que quand il vend... Obligation déclarative, on est d'accord. Il faut déclarer cette vente lors de la déclaration en mai. Voilà, je vends en 2024, en mai 2025, je devrais faire ma déclaration. Avril 2025, je ferai ma déclaration. Ok. Maintenant, le problème, c'est que en France, le texte qui régit ça, on a un texte, en France, on est l'un des rares pays à avoir un texte qui a été pensé pour régir le cas des cryptos. Je dis pas qu'il est bien pensé, mais en tout cas, il a été pensé
pour régir le droit des cryptoactifs en matière fiscale pour les particuliers. Ce qui est différent aux États-Unis, ils appliquent vraiment les grands principes fiscaux aux cryptoactifs et à Bitcoin. Et Bitcoin, les principes existants, tu veux dire. Existants. Ils appliquent les principes existants et ils distinguent property de currency. Et ils appliquent à Bitcoin les règles fiscales applicables à property. Donc au bien quelconque, avec les plus-values de long terme, de court terme, les mêmes taux. Okay. Nous, on a vraiment des règles spéciales et notamment, on a la question des échanges. Et la propriété salvatrice de notre régime en France, c'est que les échanges entre cryptoactifs, entre actifs numériques dans le texte, sont neutres fiscalement. J'échange des bitcoins contre des Ethers. Bon, je sais pas pourquoi quelqu'un ferait ça, mais quelqu'un fait ça. Échange ses bitcoins contre des Ethers, je sais pas. Ne pas le faire. Il a vu une vidéo de Vitalik, il est stressé. Il a faux, moi. Il s'est dit, ouais, l'Ether, c'est l'avenir, c'est stylé, c'est décentralisé, il n'y a pas du tout une fondation qui contrôle. Il y va, il échange ses bitcoins contre des Ethers. C'est neutre fiscalement. C'est-à-dire. Pour l'administration, il n'y a rien il y a pas d'impôt sur cet échange-là. Du point de vue de moi, qui fait l'opération, je n'ai rien à déclarer. Okay. J'ai rien à déclarer sur cet échange. Bitcoin, si c'est le cas que j'échange vraiment Bitcoin et Ether et qu'il n'y a pas du fiat qui passe aussi en sous-main, c'est absolument neutre fiscalement. Donc j'ai rien à déclarer et je ne serai pas imposé. On parle en droit fiscal français de sursis d'imposition. Il est sursis à l'impôt. Normalement, on devrait être imposé si on fait une plus-value. Mais comme c'est un échange entre actifs numériques, on veut pas vous obliger à prendre dans votre cash ou à vendre une partie de votre investissement pour payer le cash, puisque l'opération ne dégage pas de cash. Idéalement, l'impôt en France, c'est une partie de la plus-value, une partie du gain économique, mais généralement, on aime bien que ce gain prenne la forme du cash, dont il est facile de prendre une partie. Okay. Là, on a échangé crypto, il n'y a pas de cash qui est directement apparu, qu'on peut prendre et qu'on peut affecter au fisc. Donc, on a cette faveur-là. Ça, c'est extrêmement avantageux. Pourquoi? D'abord, ça permet finalement de rester investi à 100%. Puisqu'on n'est pas obligé de prendre une partie de notre capital et de l'affecter à l'impôt. Donc, on reste dans le marché, on reste investi dans le marché pour la pleine valeur. Et ensuite, c'est un intérêt qui n'est pas fiscal, mais là, qui est pour le coup, qui est avant tout économique. C'est que je le dis sur une toute petite réserve, mais que je crois pas vraiment, c'est que tous les stablecoins actuellement sont des cryptoactifs ou actifs numériques. Donc l'échange Bitcoin USDT est neutre fiscalement. C'est quoi l'intérêt de faire cette opération? C'est de profiter d'un moment de grosse hausse, de se dire je veux sortir du marché volatile, pas du marché crypto, mais du marché volatile. Je me mets en USDT. J'attends l'opportunité pour revenir. Je reste donc là, par exemple. Mais je sors pas du marché. Je reste dans le marché crypto, mais je sors de la volatilité puisque je convertis en instable. Ça, c'est neutre fiscalement. Donc, la plus-value crypto, elle est sécurisée, mais elle n'est pas fiscalisée. C'est le grand avantage économique du régime français, c'est qu'il peut sécuriser une plus-value sans fiscalité en restant dans la crypto. Mais en passant d'une crypto classique volatile à une crypto stable, très très stable, qui n'est pas sans risque, parce que techniquement l'USDT peut tomber à zéro. Si Tether connaît des PEG. Mais le PEG, si on croit en le PEG, a priori, on sécurise la plus-value. Et donc, sous réserve des frais de conversion, on devra acquitter, et qui a priori sont pas déductibles, mais en tout cas, la plus-value est sécurisée. Et sans fiscalité. Sans coût fiscal. Pour ajouter sur le domaine d'application, je parle des particuliers, donc c'est les lambda, pas les gros traders qui ont des moyens intellectuels. Si vous êtes vraiment pas particulier, mais que vous avez une formation crypto, vous avez des logiciels spécialisés, vous avez des connaissances particulières, vous tradez toute la journée, là vous serez soumis à un autre régime qui sera le régime des quasi-professionnels.
voir si vous le faites, si vous faites vraiment que ça, le régime des BIC. Donc en fait, il y a 3 régimes fiscaux. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir dans tes textes, justement. Il y a 3 régimes fiscaux. Il y a le régime dont je viens de parler longuement, le régime des particuliers, qui concerne l'écrasante majorité des Français, des gens normaux. Le régime des personnes qui investissent en personne, donc pas sans société, en personne, mais qui ont des moyens, qui mettent en œuvre des moyens dont les particuliers ne disposent pas, qui seront au BNC, et ceux qui le font vraiment en tant qu'activité pro, qui seront au BIC. Ça, c'est un chevauchement. Normalement, le droit voulait que les BNC remplacent les BIC, mais l'administration fiscale ne le comprend pas comme ça. Il devait y avoir que 2 régimes, mais à cause du fisc, il y en a 3. Il y en a de fait, il y en a 3. Okay. Pour ceux qui nous regardent, vous êtes en principe concernés par le premier, le régime des particuliers, l'article 150 PH bis. Si vous nous regardez et que vous êtes concerné par un autre régime, je pense que vos connaissances, déjà, vous devez avoir des connaissances qui sont supérieures aux nôtres, et vous devriez vous faire accompagner pour le coup vraiment par un avocat pour déclarer, parce qu'il y a des subtilités, il y a des risques aussi. Faut bien maîtriser ça. Mais nous, on parlera que du régime des particuliers, qui est celui qui nous intéresse. Et je précise que les cryptos qui sont concernés dans le code français, c'est les actifs, on appelle ça les actifs numériques. C'est les tokens qui ne représentent pas des droits financiers. Donc ça peut être des jetons utilitaires, essentiellement les jetons utilitaires fongibles. Type, on va dire par exemple type Fetch AI, qui donne droit à des services dans l'entreprise. Les NFT, c'est ambigu, mais la plupart des gens pensent que les NFT n'y figurent pas. Simplement, je pense que c'est ambigu parce que certains ont intérêt à ce que les NFT y figurent, parce que quand ils swappent crypto NFT, ils sont couverts par les échanges neutres. D'autres qui ont plutôt intérêt à ce que les NFT soient pas couverts, parce que si les NFT sont pas couverts, ils obéissent au droit fiscal commun, et donc il y a une exonération à hauteur de 5 000 € la session. Mais ça, c'est les enjeux. Mais techniquement, la notion de jeton dans le code monétaire financier, c'est une notion qui a en tête les jetons fongibles, émis lors des ICO, ce qui est évidemment pas le cas des NFT artistiques, par exemple. Donc, la plupart des auteurs, mais pas tous, pensent que les NFT ne sont pas des actifs numériques et donc ne sont pas soumis à ce régime fiscal. Et Mika va en ce sens. Mika clarifiera tout ça, et à terme, Mika, en fait, on peut déjà interpréter le droit actuel à l'aide de Mika, mais quand Mika dominera, à la fin de l'année, la Mika sera applicable intégralement, même s'il y a une période transitoire, ce sera beaucoup plus clair, et on comprendra, je pense, beaucoup plus facilement que les NFT ne sont pas, à première vue, des actifs numériques. Et les deuxièmes cryptos concernés, à part les jetons, c'est les crypto-monnaies. Donc, Bitcoin, Ether, Solana, dès lors qu'ils ne sont pas considérés comme des monnaies. Et donc il y avait l'hésitation, est-ce que Bitcoin est une devise? Et malgré des débats intéressants parmi les auteurs, la pratique des États, notamment les États-Unis, mais pas que, nous aussi en France, c'est de dire que le Salvador, la décision du Salvador de faire de Bitcoin une monnaie ayant cours légal, n'a pas eu d'influence sur Bitcoin en France. Parce que ce serait en fait le Salvador qui changerait intégralement le régime fiscal en France, à un moment où le régime où la France avait pensé le régime sans penser que ça pourrait arriver. Donc pragmatiquement, je ne pense pas qu'un État, en faisant de Bitcoin sa monnaie, puisse influer le régime fiscal en France. Non pas pour des raisons de théorie. En théorie, au contraire, ça devrait avoir un impact. Mais pragmatiquement, le Bercy n'y est pas prêt du tout. Ça aurait des conséquences imblérables pour les praticiens, pour les bitcoiners aussi. Ça pourrait se retourner contre eux s'ils n'y ont pas pensé. Donc de fait, Bitcoin, y compris Bitcoin, est dans les crypto-monnaies. Donc Bitcoin est compris dans le régime des régimes. J'aimerais bien qu'on reste 2 secondes là-dessus, parce que je me rappelle à l'époque quand justement en 2021 le Salvador fait de Bitcoin une monnaie à cours légal, les Bitcoiners se sont amusés à aller voir ce que disait le FMI par rapport à ça, et le FMI semblait dire que si une monnaie est considérée comme ayant cours légal dans
au moins un pays, alors elle est monnaie sur l'entièreté du globe. Donc déjà par rapport à ça, juste philosophiquement, hein, sans parler du droit, toi qu'est-ce que tu en penses sur Bitcoin monnaie, quoi? Alors, je pense au Salvador, c'est assez ambigu parce que la notion de cours légal n'est pas tout à fait exacte. Le Bitcoin a cours au Salvador, mais n'a pas cours légal dans le sens où technologiquement, on peut pas forcer n'importe qui à l'accepter, tu vois. Le cash, si le Bitcoin, non. Donc, Bitcoin à court, on peut payer, les paiements en Bitcoin sont légaux, sont autorisés. On peut pas vous reprocher d'avoir payé en Bitcoin, si c'est prévu. Et vous pouvez dénominer vos prêts en Bitcoin, mais on peut pas vous forcer à accepter, comme le dollar. Donc, je pense qu'au Salvador, Bitcoin et le dollar ont cours, c'est une monnaie officielle, mais le cours légal, lui, c'est une notion un peu particulière, et le Bitcoin n'a pas tout à fait cours légal au Salvador, ça impliquerait des obligations logiques que les j'avais jamais pensé à ça. C'est assez peu pratiqué là-bas, c'est un peu, mais en même temps, c'est une formidable expérience, donc c'est normal, ça prenne du temps dans un état où technologiquement tout le monde n'a pas accès aux comptes bancaires, même au téléphone et aux applications. Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même une monnaie officielle d'un État, mais elle n'est pas garantie ou émise par la Banque centrale, mais elle est quand même reconnue. Le problème, c'est que c'est une monnaie sur laquelle aucun État n'a de contrôle, et donc qui va à l'encontre du paradigme un peu keynésien de il faut que les États contrôlent la monnaie, ont des politiques monétaires. Bitcoin est contre la notion même de politique monétaire active. Bien sûr. Mais après, je pense que ça peut, fiscalement, c'est aussi pragmatique. Je pense qu'il y a d'autres aspects non fiscaux où effectivement on pourrait tirer les conséquences civiles. Par exemple, en France, tu dois payer en euros, les paiements de sommes d'argent doivent être faits en euros, sauf si c'est des paiements internationaux qui interviennent dans une opération internationale où là on peut admettre le paiement d'une monnaie d'un autre État. Bah là, par exemple, on pourrait tirer les conséquences de la loi salvadorienne, où un paiement en Bitcoin pourrait être considéré comme un paiement en monnaie dans le cadre du paiement de droit civil. Donc, dans ce cadre-là, Bitcoin pourrait être traité comme monnaie, juste dans ce cadre-là. Mais fiscalement, les implications pour les finances publiques, pour la pratique d'administration, c'est pas vraiment la même chose. Il y aurait ça demanderait un réajustement. Il faudrait que ce soit une position officielle. Il y a eu des questions, les bitcoiners ont posé des questions par rescrit au fisc. Peut-être que certains ont obtenu des décisions qui leur sont individuelles, favorables, mais le fisc n'a pas répondu officiellement, n'a rien publié, ni au BOFIP. Donc, je crois que vraiment, pour le moment, le statut de Bitcoin comme monnaie, autant il est économiquement de plus en plus flagrant, autant il manque l'onction juridique, c'est-à-dire que bien sûr. Les États ont capté le pouvoir monétaire, ont capté le pouvoir de qualifier la monnaie, de dire ce qui est une monnaie, ce qui n'est pas une monnaie, avec bien sûr l'arsenal des universitaires, des hauts fonctionnaires, pour justifier ce monopole, dire que la monnaie est par essence régalienne. La monnaie finalement est une abstraction, donc qui peut être décrétée avec la théorie étatique de la monnaie, le chartanisme, on connaît. Mais je trouve ça même contradictoire en un sens, parce qu'on dit que la monnaie doit faire partie justement là dans cette théorie keynésienne des fonctions de l'État, mais pour ceux qui ont creusé un peu le sujet de la monnaie, qu'est-ce que la monnaie? On se rend compte que la monnaie est créée par des banquiers centraux, pour des banques centrales, qui sont des entités privées, qui sont non élues démocratiquement. Donc on est loin des fonctions régaliennes. Il y a ça. C'est pas inintéressant de dire que voir la monnaie comme une abstraction, comme un moyen d'incarner une dette entre individus, de mesurer la valeur que les uns ont le droit de demander aux autres. Mais simplement, objectivement, si tu déduis de ça que la monnaie est une abstraction, une pure mesure de transfert de valeur, si tu en déduis la propriété que n'importe quoi peut jouer le rôle de monnaie, bah tu oublies finalement qu'il y a des biens qui sont mieux qualifiés que d'autres, qui seraient choisis par le marché. Et donc encore une fois, tu t'arroges un pouvoir, tu te dis je suis meilleur que le marché, que c'était finalement en fait le fait c'est c'était Keynes qui disait que l'or est une vieille relique.
En fait, le choix de la monnaie, faire d'un bien, le choix de faire de tel bien une monnaie plutôt que tel autre, et l'épreuve que subit ce bien, et est-ce qu'il résiste au temps, est-ce qu'il reste une monnaie, c'est parce qu'il a des qualités intrinsèques. Bien sûr. Qui font qu'il est une bonne monnaie. Alors que l'argent papier, la monnaie fiat, l'argent papier ou la monnaie scripturale sous le contrôle finalement des banques et des banques commerciales et des banques centrales finalement, il y a aucune propriété, on retrouve aucune des propriétés physiques qui étaient limitatives. Il y a des avantages pour l'État. Il y a énormément d'avantages pour l'État. Et on revient au financement de la guerre. Pourquoi on a arrêté les talons or? Pourquoi en période de guerre en fait on rappelle l'or et on émet du papier? Les expériences Fiat, la première grosse expérience Fiat, il y avait l'expérience Fiat au Québec avec Louis XIV qui était réticent mais qui avait autorisé la monnaie de carte. Ou pour que la monnaie n'arrivait pas au Québec, au Canada, l'officier qui était sur place a découpé des cartes en 4 et a mis des valeurs. Et à terme, en fait, devait payer en vrai argent. C'était juste un moyen pour représenter la monnaie qu'on devait. Mais elle a circulé. Et ça a duré assez longtemps cette expérience. Il y a eu l'expérience de John Law. John Law qui avait totalement mystifié la France avec sa monnaie fiat à l'époque, les billets de l'eau, qui s'étaient totalement écroulés. Et tout le monde c'est fascinant. Le John Law et l'expérience Fiat en France, il avait convaincu la France, il avait cassé sa société avec sa compagnie en Amérique, au Mississippi. Fascinant. Première expérience Fiat qui a mal tourné, hyperinflation, ça valait plus rien. Et pourtant tout le monde y croyait. Donc je me dis, peut-être que c'est ce que diront les anti-Bitcoin. Ils diront ouais ça marche du tonnerre, mais rappelez-vous John Law. Moi je vois plutôt l'inverse justement. Moi je vois plutôt ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure lorsque on laisse soit les États prendre les décisions économiques, et on voit bien que justement on finit avec un État centralisateur et bien trop gros avec une classe de fonctionnaires incompétents, ou alors on laisse le marché décider des meilleures décisions, et là on arrive à trouver des meilleures allocations des ressources, et c'est par le marché également que les individus se tournent vers les meilleures monnaies. Donc les individus avaient compris l'intérêt de l'or, et à plusieurs reprises ce sont les États totalitaires ou voilà les gros États qui sont allés chercher l'or directement chez les gens, comme Roosevelt en 1933 ou des choses comme ça. Et on pourrait même voir que à un moment donné, si Bitcoin continue dans sa lancée, qu'il y ait une certaine volonté des États d'aller mettre la main dessus aussi, parce qu'il y a vraiment de la valeur. Mais en parlant du rappel d'or, c'est une anecdote intéressante. Elle est triviale, mais je la trouve intéressante. C'est quand on montre les révolutionnaires avaient pour financer les guerres à l'époque, pour financer les guerres contre les forces étrangères, les royaumes étrangers qui l'attaquaient de toutes parts, avaient, outre l'émission du tassignat, donc de monnaie papier, qui devait se payer sur les biens du clergé qui avaient été saisis, ils avaient rappelé l'or. Il était devenu plus ou moins interdit de détenir de l'or. Et quand on prend le code civil napoléonien, très longtemps après, 10 ans après, on a une disposition sur les trésors. Le régime des trésors découverts dans les fonds. Et moi, je pense que on peut voir un lien, peut-être je fais un peu loin, mais un lien entre les gens qui découvriraient l'or qui avait été enfoui, notamment à la Révolution. Ok. Puisque justement, quand on rappelle de l'or, les gens vont le cacher. Et le régime justement d'appropriation, ce serait des gens qui, 50 ans après, 100 ans après, découvriraient par hasard sur leur fonds l'or qu'avait enfoui peut-être quelqu'un qui ne voulait pas que la Révolution s'en empare. Et là, tu fais le parallèle avec les ledgers et les seed phrases qui seront cachés dans les jardins de maison ou techniquement, ouais. Techniquement, on pourrait penser. J'avais écrit un article dessus en envisageant le fait de découvrir un ledger, par exemple. Alors, ce serait uniquement pour le coup un ledger ou même une seed phrase. Je découvre une seed phrase, une plaquette avec la seed phrase enterrée dans ma cuisinière.
Bah, la seed phrase elle-même, c'est la plaquette avec la phrase engravée, c'est un meuble. Bon, c'est un meuble. Qui incorpore, on peut dire, s'il incorpore les biens incorporels que sont les bitcoins, en tout cas, c'est un kit qui donne accès à un contrôle direct à ces bitcoins. Donc, on pourrait appliquer le régime du trésor, par exemple. Donc, par exemple, je découvre ça. Je découvre que cette plaquette avait été engravée et cachée là par mon vendeur, vendeur qui avait oublié. Et bah, ces héritiers, du coup, arrivent à démontrer que le wallet auquel donne accès c'est le wallet de leur père ou de leur grand-père. Techniquement, je devrais partager à 50. Là, techniquement, je devrais leur rendre. Techniquement, je devrais. Mais ok. Selon le code, c'est ça. Ça, quand c'est le propriétaire du trésor se manifeste, tout va normalement, tout va à lui. Quand le propriétaire se manifeste, mais est-ce qu'il y a un abus de droit de dire que si le propriétaire ne se manifeste pas, alors c'est à moi ou c'est à l'État? Non, pas du tout. Si le propriétaire se manifeste pas, c'est à l'inventeur. Ça se partage entre l'inventeur, celui qui trouve la plaquette, et le propriétaire de l'immeuble. Donc si je suis propriétaire de l'immeuble, c'est tout pour moi. C'est moi. Si par exemple je suis un ouvrier qui fait des travaux, je découvre vers la cuisinière cachée dans le mur la plaquette. Là, je devrais partager à moitié avec le propriétaire de l'immeuble. Mais si le vrai propriétaire de la plaquette vient, il prend tout et non. Ok. Maintenant, il faudrait savoir. Le problème, c'est que si on révèle le truc, ça généralement, faut le révéler en fait à l'administration. Si c'est un gros montant, ce sera publié dans les journaux. Donc les héritiers devraient savoir. Ils se voient, c'est telle maison. Ah bah c'est la maison de papa. Toujours un moyen de retrouver. Maintenant, si la seed phrase qui est un peu discret, il y a moyen de siphonner. Tu vois, il y a plein. Je découvre une seed phrase. Tu dis rien, t'attends, tu passes par des services, j'imagine. Ça doit être beaucoup plus facile à extirper et à dissimuler. Puis c'est une seed phrase du coup, sur un ledger. Au sens de la loi, c'est un vol. Alors, c'est vrai, c'est que tant qu'il n'y a pas le vrai propriétaire, tant qu'il est inconnu, il y a ce potentiel, ils sont techniquement appropriés. C'est dur à révéler. Là, ce serait un peu un cas limite, ce serait intéressant à creuser. Je pense que c'est des situations qui vont arriver. Ce serait à voir. Mais tu vois, le fait d'enfouir la réserve de cacher, de résister aux grandes inflations, aux époques de grandes inflations, sur les époques d'énormes inflations, généralement, les États de grandes crises économiques tentent de mettre la main sur les ressources monétaires ou quasi monétaires. Donc les réserves de valeur facilement saisissables, notamment l'or physique. Pour les bitcoins, le problème si tes bitcoins, c'est une seed phrase dans ta tête, il y a une limite, tu vois, à moins de te torturer, l'État pourra pas mettre la main dessus. L'or, alors avec Mika, on peut chercher dans ton jardin, on peut trouver si avec Mika, ils ont pas besoin d'envoyer des gens dans les maisons parce que si tout est KYC, il y a plus d'intérêt à avoir sa seed phrase dans sa tête. Je veux dire, si tu es obligé sur un territoire d'avoir des bitcoins qui sont KYC par les exchanges ou par les plateformes, eh ben ils ont toutes les informations dont ils ont besoin. Ils peuvent savoir que c'est toi qui as telle adresse publique, mais ils peuvent pas mobiliser, mouvementer les bitcoins. Ça, ils peuvent savoir et ils peuvent te bloquer. Ils peuvent en gros blacklister tel bitcoin. En gros, ils peuvent, et à terme, j'en parlais avec un expert de sécurité. C'est pas fait pour le moment. Enfin, en tout cas, ça dépend des autorités. Les Américains le font, mais pas vraiment nous. Blacklister des adresses, c'est-à-dire si telle adresse mouvemente des bitcoins sur une plateforme, elle doit les bloquer. Elle doit ne pas accepter ou doit les geler. Donc, tu peux dire en fait, en vérité, les États auront peut-être dans l'avenir des moyens de contrainte indirecte sur les bitcoiners. En quelque sorte, en obligeant les bitcoiners à faire du P2P, du pair à pair, et avec le risque que dès qu'il y a un retour dans le système via les prestataires, un gel, une enquête. Maintenant, le problème, c'est que si tous les paiements passent en P2P, tu vois, il y a un moment. Maintenant, il y a le problème, c'est que si on
techniquement, il y a un paradoxe, puisque les paiements, quand tu acceptes un paiement de Bitcoin, un être normal, un individu lambda, n'a pas les compétences pour vérifier si les bitcoins reçus sont teintés ou pas teintés. Et la règle juridique, généralement, c'est que une fois que tu as accepté de bonne foi des bitcoins ou un bien, tu n'es pas tenu de leur origine frauduleuse entre les mains de leur auteur. C'est quand même et qui permet justement aux monnaies et aux biens meubles qui sont circulatoires, qui doivent circuler de main en main rapidement ou de compte à compte rapidement. Là, ça permet finalement de purger les biens et de leur permettre de circuler. Mais imagine si chaque billet de monnaie, une fois qu'il était passé entre les mains d'un criminel, tu ne pouvais plus l'utiliser et tu étais responsable du fait que à l'un quelconque des maillons de la chaîne, il a été utilisé de manière frauduleuse. Tu n'accepterais plus aucun billet, tu devrais vérifier, tu reviendrais sur le principe du cash qui est de circuler de la main à la main en toute confiance. Pour les bitcoins, c'est pareil. Bon, je pense que si les États sont trop contraignants là-dessus, ça pourrait aussi être un moyen de cibler Bitcoin. Je pense. Moi, c'est mon intime conviction. Comment détruire Bitcoin ça pourrait être. On ne peut pas détruire Bitcoin. En revanche, on peut rendre l'emploi de Bitcoin contraignant. On le fait déjà avec quand on passe par les prestataires, le KYC, les demandes de justification, et le fait par exemple quand tu rapatries tes fiat, par exemple, tu as des plateformes, beaucoup de plateformes crypto ont pas une banque en France, mais en Allemagne ou au Luxembourg. Donc techniquement, moi je veux rapatrier mes cryptos, enfin mes fonds crypto, je rapatrie des fonds d'un compte allemand. Ça va, c'est pas. Ça, c'est en Union européenne, mais il y a un compte allemand, il y a un énorme virement d'un compte allemand qui vient en France. Alors ma banque sait que je fais des virements vers ce compte allemand. Mais elle voit que j'ai fait 25 000, il y a 50 000 qui revient. Ils te demanderont, tu vois, et il faut comme du difficile de regarder, tu dois donc à chaque fois dénoncer tes plus-values crypto. Donc dès que tu reviens en fiat et que tu veux profiter de tes plus-values crypto dans le fiat, il y a des échelles de complexité, de blocage, de non-efficience. Donc tu te dis, le pair à pair crypto, finalement, est-ce que c'est pas la solution finalement? J'ai deux préconisées par Satoshi. J'ai deux questions là-dessus. La première, c'est justement quelles sont les obligations déclaratives. Moi, j'avais cru comprendre que quelqu'un qui a utilisé un exchange, par exemple Binance, faut l'inscrire dans sa déclaration fiscale comme étant un compte bancaire à l'étranger. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce qu'il y a d'autres obligations déclaratives quand on juste détenir des cryptos? Alors en France, il n'y a aucune obligation qui s'applique à la détention de crypto. Il n'y a aucun texte qui t'oblige à déclarer que tu détiens des cryptos. Tu dois déclarer les cessions imposables. Donc non pas la détention, mais le fait de vendre, d'apporter en société, de donner. Mais quand tu donnes, c'est un autre régime. Mais il y a bien un régime de donations. Mais la détention, avoir des cryptos, pour le moment, bien qu'il y ait des discussions en ce sens, notamment à la Cour des comptes, la détention simple de crypto n'est pas en elle-même un fait générateur d'obligations déclaratives. Tu ne dois pas informer chaque année l'administration que tu as des cryptos pour tel montant, telle quantité. Ce que tu dois déclarer, en revanche, c'est les comptes à l'étranger. Actuellement, la loi parle des comptes d'actifs numériques à l'étranger, ouverts auprès d'un établissement, d'un organisme. Alors, à partir de la fin de l'année, là, ce sera les portefeuilles d'actifs numériques. Ils ont changé compte pour portefeuille. Ils changent compte pour wallet. Et là, c'est ambigu parce que la notion de wallet est plus large que le compte. Un compte d'actifs numériques, on comprend exchange immédiatement. En revanche, un portefeuille, on peut comprendre le compte, on peut comprendre MetaMask, on peut comprendre un ledger. Simplement, le texte continuera de parler de portefeuille ouvert auprès d'un établissement étranger. Donc le texte, il est bizarre. Dans un premier temps, on peut penser qu'ils ont voulu élargir le champ d'obligation en impliquant, par exemple, les MetaMask, voire les ledgers. Mais de l'autre côté, le texte, la fin du texte reste la même que le texte initial.
et se réfère à un établissement ou un organisme. Or, par exemple, le MetaMask, c'est pas un établissement, c'est une interface. DeFi, il n'y a pas de prestataire. Des MetaMask, le site ou la personne, la DAO derrière, que sais-je encore, n'intervient pas dans ton wallet. C'est toi qui fais tout, qui gère tout, qui mouvemente tout, qui signe tout. L'intermédiaire n'accomplit aucun service caractéristique d'un gestionnaire de compte au sens de l'ancien texte, d'une banque qui est dépensée sur le monnaie de la banque. Donc pour moi, et c'est pas aux USA, ils voudraient intégrer justement les plateformes DeFi dans les brokers, justement pour que déclarer ça, c'est un bordel pas possible. Dans les régulations de type FinCEN et tout, ça a mis beaucoup contre. J'espère que Trump va s'y opposer. Ce sera un signe pour que nous aussi, qu'on n'aille pas dans ce sens, parce que d'une part, c'est pas forcément faisable pour les destinataires et pour MetaMask, et même pour nous, c'est pas forcément une marque d'ouverture à la liberté. De devoir déclarer son ledger. Maintenant, actuellement, je pense que le texte est mal rédigé, donc on devrait rester dans le régime actuel, et le régime actuel, c'est les comptes à l'étranger. Ça veut dire que... Donc, par exemple, quelqu'un qui est investi, qui utilise Binance et Kraken, dans sa déclaration chaque année, il doit juste mettre le chiffre 2 comptes bancaires à l'étranger, et c'est tout. Oui. Maintenant, il faut vraiment que cet exchange soit localisé à l'étranger. Ah oui, il y a ça aussi. C'est à l'étranger. Si ton exchange a une implantation en France, et que maintenant c'est bon. En revanche, si c'est un exchange qui était étranger, et il y a longtemps c'était essentiellement le cas, si ton PSAN est étranger, si ton prestataire est étranger, là, il faut le déclarer chaque année. Et il faut le déclarer s'il est ouvert, utilisé ou clôturé. Enfin, c'est-à-dire que techniquement, si par exemple j'utilise ton compte à toi ouvert à ton nom pour faire une transaction à mon profit, je devrais déclarer ton compte, bien que je ne sois pas ouvert à mon nom. Alors ça, ce serait dans le cas d'un déclarer tout compte que j'utilise. J'utilise le compte de ma sœur, je dois le déclarer. Que c'est moi qui m'en suis servi pour virementer mes cryptos. Bien. Parce que techniquement, mes cryptos peuvent se trouver sur le compte de ma sœur. Mais si je m'en sers, je dois le déclarer. Et si on se rend compte que j'ai fait ça, que c'est moi qui l'ai utilisé avec mes fonds, avec mes cryptos, on pourra me le reprocher. C'est pareil pour les comptes bancaires. Si je me sers d'un compte bancaire qui est à autrui, mais que c'est moi qui l'ai à l'étranger, je dois le mentionner. Là, ça me fait penser plutôt peut-être aux situations de couples mariés, où là, il va y avoir des sujets. Oui, si un époux utilise le compte de son époux, il doit le déclarer. Si le compte est à l'étranger, il devra le déclarer en plus de ses comptes à lui. Donc, tant que le compte, quand j'ouvre le compte, l'année où je l'ouvre, je déclare. Chaque année où je l'utilise, je déclare. Le compte qui est pas à moi, je déclare. Quand je clôture le compte, je déclare. Après, un an après sa clôture, il a pu être déclaré. À côté de ça, doivent être déclarés les comptes bancaires à l'étranger. Et généralement, les comptes crypto associent un compte bancaire. Et paradoxalement, un PSAN français, si ton PSAN français mobilise un compte bancaire étranger, tu ne dois pas déclarer le compte crypto, mais tu dois déclarer le compte bancaire. Alors ça, j'ai pas compris. Est-ce que tu as un exemple? Imagine ton PSAN, est français. Mais il te dit, voilà ton compte bancaire, voilà le compte bancaire que tu dois utiliser pour alimenter ton compte, et il te donne un IBAN allemand, DE machin milieu. Ce compte bancaire doit être déclaré. C'est un compte bancaire que tu utilises à l'étranger, donc tu dois le déclarer. Et là en plus, les sanctions sont pas les mêmes. Les sanctions des comptes bancaires sont beaucoup plus sévères que les sanctions des comptes crypto. Le PLF là voulait aligner, mais je crois que l'alignement est partiel. Il y avait un amendement qui voulait aligner intégralement, un amendement de Thomas Cartnab, qui n'a pas été défendu. Donc l'alignement, je crois que c'est juste pour le délai de reprise, la prescription. Mais en revanche, les sanctions, genre par exemple la présomption de revenus, à titre gratuit, tout ça c'est pour les comptes bancaires. Donc paradoxalement, si je ne déclare pas mon compte
imaginons que pour le coup, le compte crypto et le compte bancaire soient à l'étranger. Si je ne déclare que le compte crypto et pas le compte bancaire, j'encours des sanctions beaucoup plus sévères. Au cas où je rapatrie des fonds. Donc, pour rapatrier des fonds, je dois passer par le compte bancaire que je n'aurais pas déclaré. Je peux pas rapatrier directement les fonds qui ont mon compte crypto. Le rapatriement de fonds, c'est forcément de banque à banque. C'est plus fiat. Donc là, j'encours des sanctions beaucoup plus strictes. Donc, ne pas oublier de déclarer le compte bancaire et s'il est étranger, peu important que le compte crypto soit français ou étranger. Il faut bien faire attention qu'il y a deux comptes qui sont en jeu. Il faut pas se de déclarer. Déclarer ça. J'avais une question du coup sur le KYC, non KYC, parce quand on est dans l'univers Bitcoin et qu'on fréquente beaucoup de Bitcoiners, on me parle énormément du non KYC pour protéger la vie privée. Qu'est-ce que tu en penses sur un point de vue réglementaire, fiscal et même juste est-ce que c'est légal le non KYC et jusqu'à quand? Bah en fait tous les exchanges de toute façon maintenant sont tenus à des obligations de lutte contre le blanchiment. Donc dans ce contexte, ils sont forcément tenus au KYC. Tu dois pour ouvrir un compte, tu dois ne montrer pas de blanche. Tu dois donner ton identité et à partir de là, à partir du moment où tu donnes ton identité, tous les retraits crypto sur des portefeuilles, des adresses non KYC pourront être retracés à toi. Puisque imaginons voilà, t'es chez Binance, tu retires tes cryptos de Binance sur ton wallet. Donc jusqu'à ce moment, ton wallet n'est pas relié à ton identité. À partir du moment où tu as un retrait substantiel de Binance à ce wallet, et où Binance transmet les informations, Binance dira, il y a eu un retrait de Abel Arabérin sur ce wallet. Donc les autorités, l'AMF, le fisc, savent que ce portefeuille a été alimenté à un moment par Abel Arabérin. Donc ils peuvent considérer que c'est à toi. Cette adresse blockchain, elle est liée à toi. Tous les mouvements que tu initieras depuis cette adresse vers d'autres vont être reliés à toi. Ils sont tracés. Donc à partir du moment grâce à la blockchain. Grâce au KYC initial, qui a contaminé en quelque sorte, qui a teinté, qui a poudré l'adresse de retrait, t'as la chaîne. Donc en fait, les administrations et les autorités nationales, grâce au KYC en fait, peuvent retracer la chaîne de propriété partiellement, imparfaitement, au moins grâce à des présomptions, dès lors qu'il y a des retraits depuis des plateformes KYC. Donc, le seul moyen de rester anonyme, c'est de donner une fausse identité. C'est bien sûr une infraction, mais à partir du moment où tu montres patte blanche auprès d'un prestataire, tu ne peux plus, pour les cryptos que tu retires de ce prestataire, t'attendre à être anonyme. L'anonymat de l'adresse ne joue pas parce que l'adresse a été alimentée par une plateforme où il y a un KYC. Alors j'ai deux petits contre-exemples. Alors en Suisse, il y a Montpellerin qui permet, il y a d'autres institutions qui permettent l'achat de crypto non KYC en dessous de 1000 francs par jour. Et en France, on a une institution qui arrive qui s'appelle Bull Bitcoin, qui est un broker, donc pas un exchange, et qui permet l'achat-vente de Bitcoin. Je pense que leur philosophie sera le non KYC. Ils ne détiennent pas pour compte de tiers, donc potentiellement ils auront le droit d'offrir ce service de non KYC. Pour un investisseur, c'est tout à fait légal d'acheter non KYC, mais il a juste besoin de bien suivre la réglementation quand il va vendre, etc. De bien déclarer ses sessions, etc. C'est ça, en gros. J'ai envie de voir comment ça va résister, comment ça résistera. Mais effectivement, le non KYC, ça peut être une solution si on veut rester. En fait, quel est l'intérêt, quel est l'enjeu de rester non KYC? La vie privée, vouloir passer sous les radars des autorités. Maintenant, je pense que faut voir. En fait, c'est à long terme, tu ne sais jamais quelle peut être l'orientation politique. Et je pense qu'il y a des États dans lesquels on raisonne au travers du prisme de nos nations policées, plutôt respectueuses des droits de propriété. Mais même elles, en fait, peuvent dégénérer. On ne sait pas. Dans un contexte de crise, actuellement, le KYC peut être suspicieux, mais peut-être tu peux dire,
j'anticipe un risque où à terme les libertés fondamentales ne seraient plus respectées, il y a un changement de pouvoir, une révolution. Je ne sais pas, ça peut être légitime. Simplement, ça reste hypothétique. Et évidemment, ces autorités actuellement ne l'entendront pas cette oreille. Diront c'est un prétexte pour vous soustraire à vos obligations fiscales. Mais il y a d'autres États actuellement dans lesquels les libertés fondamentales ne sont d'ores et déjà pas respectées. Je pense à des États en Amérique du Sud, très socialistes. On peut penser par exemple dans des pays en Afrique peut-être, où il y a des gouvernements autoritaires, dictatoriaux, où tu peux de cacher ta fortune. En Chine. Après, moi j'ai l'impression quand même, c'est pour ça que c'est une transition parfaite. Donc je pense Bitcoin est indéniable. Mais ça vraiment l'essor viendra quand la génération qui est biberonnée à Bitcoin et qui a compris, parce qu'elle n'a pas les biais cognitifs du monde ancien. Là, l'explosion n'aura, je sais pas jusqu'où ça peut aller. Mais à moins que Bitcoin disparaisse, à moins qu'il y ait une explosion nucléaire et que Bitcoin disparaisse, moi, je pense qu'on a dépassé le point d'échec de Bitcoin. Bien sûr. Qui est purement... Et l'exemple que tu donnes, il est génial parce que souvent quand on me demande quand est-ce que Bitcoin meurt, je leur dis à mon niveau de connaissance, j'ai pas toutes les connaissances au monde, mais à mon niveau de connaissance, c'est exactement l'exemple que tu as pris. C'est catastrophe, la planète explose, donc on aura d'autres problèmes d'ici là. Donc ça me permet de faire la transition sur justement, on a parlé des États-Unis qui se mettent, en tout cas qui ont fait la proposition de créer une réserve en Bitcoin pour les États-Unis et pour en partie commencer à rembourser ou les aider à rembourser leurs dettes. Donc en fait, le constat qu'on peut faire de la situation géopolitique mondiale, c'est que les pays, ce qu'on appelle les pays développés ou pays de l'Occident, que ce soit la France, les États-Unis, ce sont les plus grands exemples de ces pays-là qui sont extrêmement endettés. Et donc pour moi, les scénarios que je vois, c'est justement soit une nationalisation ou une restructuration des banques, notamment en France. On sait qu'on a seulement 5 grandes banques, donc c'est un cartel, et ces 5 banques sont systémiques. Systémiques, ça veut dire qu'elles sont too big to fail, et donc que s'il venait à avoir de plus en plus de crises financières, comme il y en a tous les 7 ans en général, on pourrait, ça serait un terreau fertile exceptionnel pour l'instauration d'une CBDC, monnaie banque centrale. Et donc moi je suis absolument contre, parce que je le vois en tout cas à mon niveau de connaissance comme une restriction des libertés individuelles. Et donc les alternatives que je vois politiquement, ce sont déjà le déclin de ce qu'on appelle de ces États-nations et l'émergence de petites cités-États qui vont avoir tout intérêt, comme je disais tout à l'heure sur cet équilibre de Nash géopolitique, à attirer les individus productifs et notamment les bitcoiners sur leur territoire. Donc, parmi les solutions que je vois pour ceux qui voudraient rester libres le plus longtemps possible, ce serait sur le plan de leur source de revenus, d'avoir des sources de revenus de plus en plus via Internet, donc en ligne, pour leur permettre d'avoir une liberté géographique, et ensuite pour leur souveraineté financière, d'avoir notamment des bitcoins, ou de commencer à investir ou à réfléchir à investir en bitcoin. C'est pas un conseil financier, mais c'est ce que je vois apparaître par rapport à mes analyses. Et donc voilà, Bitcoin comme résistance non violente à un système économique. Ça aussi, je pense que on aura le temps d'en discuter peut-être prochainement, mais philosophiquement, c'est quand même énorme d'avoir pour la première fois un outil qui nous permet de résister sans violence. Je trouve que c'est exceptionnel et on l'a jamais vécu, bien évidemment. Et donc politiquement de voter avec son portefeuille, c'est-à-dire d'aller là où on est le bienvenu, parce qu'avec Bitcoin, c'est un actif en fait discret qui permet de traverser les frontières. Donc ça, c'était pour le constat. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord en fait.